Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Alexis Rosenzweig. Magdalena Placová, comment ça se passe les venues à Prague, puisqu'on enregistre notre épisode aujourd'hui à Prague, séjour dans la capitale tchèque. Est-ce que c'est difficile de venir seulement pour quelques jours quand on habite à l'étranger? Oui, c'est un peu... on court tout le temps. On essaye de voir tout le monde, de passer un peu de temps avec la famille. J'ai pas mal de choses que je vais arranger pour mes livres ou, tu vois, pour mon travail. Alors oui, c'est assez busy mes séjours à Prague, surtout quand je viens avec ma famille, parce que là, après, il faut aussi amener les enfants d'une grand-mère à l'autre, organiser tout ça pour que tout le monde est au moins un peu satisfait. On peut jamais satisfaire tout le monde 100%, mais au moins un peu. Vous êtes arrivée, Magdalena Placová, vous êtes arrivée des États-Unis en France en 2012. 2012, oui. Ça fait presque 10 ans. Oui. C'est particulier. Est-ce que c'est mieux peut-être de découvrir la France, non pas par Paris, mais par une ville de province, même si c'est une des très grandes villes de province de la France, par Lyon? En fait, ça m'a pris assez de temps pour commencer à comprendre les avantages d'être pas au centre. Il y a pas longtemps, j'ai écrit un petit article pour Radio Vltava. En fait, c'est un de mes trucs préférés maintenant d'enregistrer les petits 5 minutes de méditation sur quelque chose. Et là, en fait, c'était sur ça, comme c'est quand on va à Paris, comment on, en fait, découvre que Lyon nous aide à voir les choses d'un perspective qui, quand on est dans le centre, on peut pas imaginer, on peut pas, en fait, apprécier les choses tellement. Alors, le recul de Provence, c'est très bien, je pense. Et ça m'aide aussi de pénétrer beaucoup plus la France, la culture, la vie, parce que oui, en tout cas, tous les capitales sont un peu superficielles, ils sont un peu isolés des restes du monde. Alors là, j'apprécie beaucoup maintenant, en fait, et j'adore aller à Paris de Lyon et de retourner à Lyon aussi. Ouais. Et après presque 10 ans, vous sentez lyonnaise? C'est un peu exagéré, mais oui, dans quelque façon, je me sens assez patriote, oui, lyonnaise, oui, mais avec beaucoup de recul aussi, c'est vrai, ouais. Vous avez été vous-même au premier rang de la révolution de velours sur Národní třída, dans le centre de Prague. Ouais. Est-ce qu'on vous a posé des questions à votre arrivée en France sur tout ça? Non. Il faut dire que pour les années, j'étais vraiment pas comme une écrivaine, ou j'étais vraiment maman du foyer. Parce que... Je pensais plutôt dans votre premier séjour en France quand vous aviez 20 ans. Ah oui, là-bas, quand j'avais 25 ou... Parce que vous en sortiez à peine? Oui. Non, je pense pas. Je pense pas que c'était jamais vraiment le thème. Non. Non. Mais peut-être j'ai oublié. Mais non, je pense pas. Ah oui, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, je pense les années 90, c'était un peu comme amnésie, quelque chose. C'était comme si les choses étaient tellement
en distance tellement passée. On s'est occupé pas beaucoup de la révolution, de politique, de tout ça. Maintenant, ça un peu revient dans notre face, hein, parce que je me souviens la génération de mes parents, par exemple, dans les années 90, après la révolution, ils ont toujours eu peur de Russie. Et nous, on a rigolé, on a pensé que la Russie, c'est fini. C'est un naufrage pas dangereux. Et en fait, ils ont eu raison. Ouais. Parce qu'il faut voir les choses dans un contexte. Dans ce temps-là, oui, on était très préoccupés par la vie, par tout ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de temps pour réflexion. Ça venait beaucoup plus tard. Je pense, non, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Il y a un engouement aujourd'hui. On peut voir le succès de la série de la télévision publique tchèque Devadesátky. Est-ce que vous avez pu voir ça de France? Est-ce que ça vous intéresse? Je suis un peu ce qui se passe, surtout sur Facebook. Pour ça, c'est bien parce qu'on est on est au courant. Mais à vrai dire, c'est difficile de s'intéresser vraiment parce que il y a tellement de choses. Je m'intéresse toujours à la culture tchèque. Je me sens d'ici, mais l'avantage d'être pas ici, c'est que vous pouvez vraiment choisir ce qui est meilleur pour vous, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est... comme ça, je passe beaucoup de choses. La télévision tchèque, la dernière fois j'ai regardé, c'était quand je visitais mes parents le début de décembre. Même quand je suis ici avec ma famille ou quand j'habite, j'ai un petit appartement où j'habite, il y a télé, j'allume jamais. Parce que c'est trop. C'est une dose de réalité il faut vraiment rester ici un peu plus longtemps ou être un peu plus disponible pour faire face à la télévision tchèque. C'est même la façon de comment les gens parlent, comment aussi la langue a changé beaucoup. Oui, ça peut être un peu trop intense ou c'est comme une confrontation de ce que vous connaissez et de ce qui est maintenant. C'est toujours il y a un décalage. Magdalena Platzova, vous avez un livre qui a été publié en français et il y a quelques mois. Quelle impression? Ce livre s'intitule Le Sceau d'Aaron. Ça fait quoi de voir son livre publié dans la langue du pays dans lequel on habite? C'est super. C'est très bien parce que pour les années, comme j'ai dit déjà, je n'existais pas comme une écrivaine en France. J'ai mes livres traduits en anglais, j'ai quelque chose en Allemagne, mais en France, je n'existais pas. On n'existe pas si on n'a pas un preuve d'être écrivain. Alors, c'était vraiment, ça me faisait beaucoup de plaisir de voir ce roman. En plus, c'est le roman qui est assez vieux, c'est mon premier roman qui est apparu à Prague, je pense à 2004 ou 2000. Non, pas 2004, 2006. C'est 2006, oui. Mais dans quelque façon, c'est mon livre préféré. Et alors, oui, ça faisait plaisir de revenir sur ce livre en français aussi parce que la traduction de Barbara Forêt est très réussie. C'est vraiment une belle traduction. Alors j'étais un peu même enchantée par mon propre livre en français. Je me suis dit que oui, le français va très bien avec
cette style d'écriture. On perd rien, même peut-être dans quelques passages qui sont plus poétiques, plus rythmiques. Elle a vraiment réussi de recréer quelque chose de très beau. Alors, en plus, le livre est beau. Je trouve qu'ils ont fait vraiment... c'est une édition, c'est un petit maison d'édition qui s'appelle Agulot. Ils sont à Bordeaux. Ils ne publient pas beaucoup de livres, mais quand ils publient des livres, il les soigne. Il prend beaucoup de soins pour que... Et même après, il s'occupe de leurs livres. Alors, j'ai fait aussi quelques rencontres en France, dans les endroits où je savais pas qu'il existe. C'était marrant de les découvrir comme ça, en fait, en rencontrant les lecteurs. C'était étonnant qu'il y a des gens dans un village, quelque part, qui vraiment ont lu mon livre et il était touché. C'était pas un grand nombre de gens, mais quand même. Et en plus, c'était pendant le Covid. Oui, et c'était pendant le Covid aussi. Oui, là, quand j'ai voyagé un peu, c'était en automne. Alors, c'était mieux. Mais pendant l'hiver, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choses aussi. Il y avait quelque chose annulé aussi, un foire de livres à Bruxelles ou les autres choses qui étaient annulées. C'est un livre qui est très propre aussi à l'histoire de la région d'Europe centrale. Et pourquoi est-ce que c'est votre livre préféré? Je pense que c'était aussi les circonstances dans lesquelles je l'ai écrit. C'était quand mon fils était né. C'était mon premier bébé. C'était vraiment difficile. Oui, beaucoup de temps, j'étais seule avec mon enfant parce que son père, il a beaucoup voyagé, il n'était pas là. Et même s'il était là, il n'était pas un grand support. Je croyais pas que je pouvais réussir à continuer à écrire, mais après, j'ai réussi en fait à créer un espace, comment ça se dit? Espace, oui, en intérieur qui était dédié à l'écriture. J'ai investi beaucoup dedans. Après, c'est la même chose un peu avec tous les livres, mais là, je l'ai vécu dans une façon très intense parce que j'étais seule avec un enfant pour la première fois et avec cet roman qui en fait continuait dans ma tête. Alors c'était plutôt, j'écrivais dans ma tête. Un roman inspiré d'une histoire réelle d'ailleurs. Oui, c'était inspiré par la vie d'une peintre autrichienne, Friederike Brandeis, qui était née à Vienne. Elle était tuée à Auschwitz. Entre-temps, elle a étudié à Bauhaus, puis elle a été aussi à Térésine où elle a enseigné l'art aux enfants. C'est comme ça qu'elle est connue en fait, si elle est connue. Et maintenant, il me semble que elle devient plus connue qu'avant. C'est pas grâce à mon livre, pas du tout. Mais aussi peut-être. Mais par exemple, il y a une grande exposition maintenant à Linz de ses œuvres. Je pense une des premières rétrospectives de ses œuvres. Elle n'a pas une grande œuvre parce qu'elle a toujours enseigné. Elle était aussi à travailler comme architecte d'intérieur. Mais c'était quelqu'un de très intéressant, très vrai pour moi. Mais c'était pas seulement son histoire. Il y avait toute cette Europe entre les guerres, puis... Et puis de la Tchécoslovaquie aussi, parce que Tchécoslovaquie aussi, oui. Elle a marié en fait un homme tchèque dans les années 30 avec qui elle est partie au nord de Bohémie, à Hronov, et puis ensemble ils étaient déportés à Auschwitz, à Térésine et après Auschwitz. Lui, il a survécu, elle non. En fait, l'histoire du livre, ça commence avec une
équipe de cinéastes israéliens qui viennent à Prague ou à Tchéquie tourner un film documentaire sur... elle s'appelle Bertha Altman dans mon livre. Et puis il y a une jeune fille qui travaille comme une traductrice pour l'équipe. Et c'est partie de l'histoire, c'est vrai, parce que j'ai travaillé comme une traductrice pour une équipe. C'est comment j'ai découvert Friedl il y a très longtemps. Et aussi à travers de ou grâce à cette tournage, j'ai rencontré une autre vieille dame, Anna Sladkova. Le livre est aussi dédié à elle, à ma grand-mère et à Friedl Dickerbrandes. Et elle était copine, amie de Friedl à Hronov, quand elle a déménagé à Hronov. Alors là, il y avait une connexion vivante, parce que j'ai beaucoup aimé cette dame. Je l'ai visitée plusieurs fois à Náchod. Elle habitait à Náchod. Elle était vraiment une vieille artiste, très libre, c'était étonnant pour moi. En fait, quand on vieillit bien, on retrouve une espèce de liberté. On peut le voir avec les œuvres des vieux maîtres. On maîtrise les choses, mais on n'attache plus tellement d'ego, d'importance. On fait la chose pour la chose. C'est pareil pour les écrivains? Oh, ça peut être. Mais je peux pas maintenant vous dire. J'ai vu ça avec les peintres. Par exemple, le vieux Monet, c'est incroyable. Les toiles qu'il a fait quand il était presque aveugle, très vieux. Et là, c'est génial. C'est juste quelques feuilles de fleurs. C'est tellement maîtrisé, tellement pur et libre. Et Anna Sladkova, elle était un peu comme ça. Ouais. Même si elle n'est pas tellement connue, elle n'est pas connue du tout, en fait. Magdalena Platzova, les prochaines années, ce serait en France a priori? Et si oui, est-ce que c'est une perspective réjouissante? Oui, je pense qu'on va rester si tout va bien. Ça dépend du travail de mon mari. Mais j'espère que ça va continuer encore parce que, oui, on se sent à peu près à la maison là-bas. Ouais. Vous travaillez, si j'en crois ce que j'ai lu sur Internet, sur un nouveau livre qui s'appellerait Život po Kafkovi, la vie après Kafka. Oui, en fait, le livre est fini depuis assez longtemps. Il attend son publication à Argo. C'est un nouveau roman. Où on parle de Franz Kafka? On parle de Franz Kafka, mais pas directement. C'est l'histoire, point de départ, c'est la vie de Felice Bauer, qui était la fameuse fiancée de Kafka, la fiancée éternelle de Kafka. Et il s'agit de sa vie après émigration d'Allemagne. Alors ça commence dans les années 30 en Suisse, et puis la plupart des livres, l'histoire se déroule aux États-Unis. Elle a fini sa vie à Californie. J'avais de la chance de rencontrer, je le trouvais, en fait, je le cherchais, fils de Felice Bauer, qui a vécu à New York. Il est mort depuis 10 ans, je pense, même plus. Même plus, oui. Mais j'avais de la chance de lui visiter, de lui parler de sa mère, de sa vie un peu. Il était assez fermé, il était pas très bavard, mais quand même, il m'a montré quelque chose. Et puis j'étais aussi en contact avec sa grand-fille et arrière-grand-fils,
Joël. Petite fille et arrière-petit-fils. Oui, voilà. Ils me sont aidés et ils me sont aussi donné leur bénédiction, leur permission pour écrire ce livre qui est pas du tout biographie, mais il est inspiré par aussi parce que tous mes livres sont inspirés par les faits réels, par la vie de cette Félicie Bauer, de son fils. Et puis il y a aussi l'autre personnage qui sont comme Schocken, l'éditeur qui a en fait édité la première œuvre complète de Kafka à Prague, et puis il a émigré à Israël, et puis en Palestine à ce temps-là, et puis aux États-Unis, et c'est lui qui a acheté les lettres de Kafka à Felice. Et le noyau dramatique de l'histoire, c'est ça, c'est les lettres, c'est les lettres de Kafka qui Felice a décidé à vendre quand elle était déjà malade, assez âgée. Elle n'a pas en fait décidé, elle était poussée, elle était persuadée de les vendre. Et alors, je questionne ce pouvoir de l'être, en fait, de la littérature sur la vie, sur la vraie vie des gens. Parce que c'est Kafka, cette ombre de Kafka, il a resté avec la famille. Il est toujours avec la famille, même maintenant après la mort. Mais le fils de Felice, par exemple, il détestait Kafka. Il a dit il était vraiment fou, il était sadique. Un de ses lettres suffisait pour rompre avec lui. Il a dit de ne pas absolument pas comprendre pourquoi sa mère a eu n'importe quoi avec cet homme. Il était très en colère. Il avait 92. Il était toujours en colère avec Kafka. Et Max Brod, il a détesté Max Brod. Ce livre, mais c'est incroyable, on ne peut pas lire ça, c'est tellement mauvais. Et alors, il a dit, je suis tellement heureux que Kafka n'était pas mon papa. Est-ce que vous aimeriez voir ce livre traduit en français plus rapidement que... Ah ce serait très bien, bien sûr, mais on verra. Il y a aussi, j'ai un roman, disons, lyonnais, qui se déroule à Lyon, qui apparaît il y a quelques années. Ça s'appelle Druha Strana Ticha. Et Barbara Forret, en fait, elle a beaucoup aimé ces romans. C'est celui-là qui a proposé aux éditeurs, mais ils ont choisi l'autre. Parce qu'elle trouve que ce serait intéressant pour les lecteurs français de lire cette perspective sur France. Perspective tchèque de Lyon. Tchèque ou de quelqu'un qui en fait arrive à Lyon, il n'a pas vraiment choisi de vivre là, mais il observe la vie française. Dernière question, Magdalena Platzova, qu'est-ce que vous allez ramener à Lyon de Prague après votre séjour ici? Surtout, on amène beaucoup de livres toujours. On a vraiment, et maintenant on a exagéré, je pense, on a des kilos de livres déjà. On dit toujours qu'on va être prudent, mais c'est pas le cas. On a beaucoup de livres à emporter. Et qu'est-ce que vous amenez aux amis français? Je sais pas grand-chose. Nos sourires. Merci beaucoup, Magdalena Platzova. Merci à vous. Dialogue Paris-Prague est un podcast Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en 2022.